Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je ne suis pas seul et j'ai un invité très spécial puisque ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez à travers les vidéos YouTube, cinéma et tout. Cet invité s'appelle François de son prénom, alias Wallerand, musicien, journaliste. Comment vas-tu, cher ami? Bonsoir Jules Melon, écoute, ça va très bien, je suis content de participer à l'émission. Eh oui, parce que le cinéma, tu aimes ça. Hein, depuis longtemps, on se connaît nous depuis, allez quoi, 12 ans. Donc Oui, voilà. c'est ça. Et on a vu pas mal de films ensemble, mais justement, on a décidé de parler d'un d'entre eux que tu m'as fait découvrir, pas très connu, hein, le fameux, quand même, pour nous, du coup, Gandahar, film d'animation d'un certain René Laloux, son troisième long métrage d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a pas eu une énorme carrière en termes de quantité, mais alors en qualité, ça, il y a eu La Planète Sauvage et Les Maîtres du Temps aussi, qu'on vous recommande, j'imagine, toi aussi. Oui, complètement. Même si Gandhar, j'avoue, est mon petit préféré des trois. On va en parler. Et, alors, qui a mis plus de 10 ans de production, parce que ça a été compliqué, Corée du Nord, etc., adapté d'un roman qui s'appelle Les Hommes-Machines contre Gandhar, écrit par Jean-Pierre Andrevon, et ça devait être une BD à la base. Et j'en parle parce que tu es fan d'univers BD, moi aussi j'aime beaucoup les BD, et ce film, c'est pas pour rien qu'on l'aime bien, parce que univers BD un petit peu aussi. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, le dessinateur principal de Gandhar, Philippe Cazat, est à la base un auteur de bande dessinée qui est surtout connu pour son travail en matière de bande dessinée. Voilà, c'est vrai qu'on sent cette touche-là. Alors, on va essayer d'être vague dans le synopsis, même si quand même c'est un film d'animation de science-fiction un peu dystopique ou utopique, hein, entre utopie et dystopie justement, qui raconte l'histoire d'une peuplade sur une planète qui s'appelle Gandahar, qui a visiblement été colonisée par les Terriens il y a longtemps, où tout va bien. Tout, voilà, les êtres locaux, donc humanoïdes, on va dire ça comme ça, vivent en harmonie avec la nature, mais utilisent aussi un petit peu la nature à leur fin, avec des oiseaux miroirs qui sont utilisés comme des caméras, des pistolets graines, etc. Donc voilà, il y a déjà quelque chose ici à creuser, sans faire de mauvais jeu de mots. Et à un moment, on apprend, on voit que des machines, des hommes de métal noir envahissent Gandahar, on ne sait pas d'où ils sortent, et transforment les habitants en statues. Ils sont placés dans des œufs, etc. Et là, on va suivre, on va dire, les aventures d'un jeune servant, Sylvain, qui est donc missionné par le conseil féminin, parce que oui, on est dans un monde matriarcal, et ça c'est très avant-gardiste quand même. C'est féministe avant l'heure. Et donc ce servant va essayer de voir ce qui se passe, et il va rencontrer sur place une jeune fille qui s'appelle Erel, et les deux vont vivre des aventures autour de ces hommes-machines, et plus ses affinités. Et donc, allez, comment déjà as-tu découvert ce film? Parce que moi je sais comment j'ai découvert, c'est grâce à toi, tu me l'avais montré. Et quelle est ta relation avec ce film et comment comment es-tu tombé dessus? Et en fait, il se trouve que j'ai des très grandes sœurs, qui sont beaucoup plus âgées que moi, que tu avais rencontrées à l'époque. Oui. Et ma sœur aînée, en fait, a fait une école de dessin à Lyon, l'école Émile Coll, puisqu'elle se destinait à être dessinatrice. Et en fait, lorsque Gandhar est sorti à la fin des années 80, il n'a pas fait l'objet d'une grosse promotion en France, mais il y a quand même eu quelques diffusions télévisées. Et en fait, il se trouve que ma sœur l'avait enregistré sur une cassette simplement parce qu'elle espérait y puiser des idées pour développer son propre imaginaire, raconter ses histoires, etc. pour un projet d'école, je crois, à la base. Et en fait, elle a à peine regardé le film, elle l'a laissé tomber, mais mes parents gardaient les cassettes qu'ils enregistraient, comme ça on avait une sorte de vidéothèque dans les toilettes, qu'on a toujours d'ailleurs, et en fait j'étais un peu attiré par cette VHS. Ma mère avait découpé une coupure de presse qu'elle avait mis avec la VHS, et on lisait une critique de Télérama, dont les derniers mots étaient « c'est beau, étrange, poétique et fantastique ». Donc à l'âge de 8-9 ans, quand j'ai eu fini de faire le tour des dessins animés qu'on avait dans la maison, je me suis dit tiens, ce truc-là, ça a l'air étrange, ça a l'air vraiment intéressant, et j'ai regardé, et même si quand on est petit, il est difficile de comprendre toutes les subtilités du film qui aborde pas mal de thématiques particulières et qui a un côté un peu effrayant aussi dans certaines scènes, j'ai vraiment adoré. Et avec le temps, j'ai vraiment appris à le connaître davantage, je l'ai montré à quelques-uns de mes amis, tu es bien placé pour le savoir, et c'est devenu mon dessin animé préféré de toutes catégories confondues. Et puis tu l'as bien dit, il y a un petit côté surréaliste dans cet animé. Alors attention, si vous êtes fan de films d'animation, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'autre avec ce film-là, parce que c'est poétique, philosophique, science-fiction, tout ça, assez complexe dans le scénario, on y viendra dans la zone spoiler, pour les connaisseurs, mais c'est très original, et ça reste pour moi d'ailleurs toujours un film d'animation très unique, qui a une touche particulière, qui est très spéciale dans son animation très lent contemplatif.
Oui, alors en fait pour moi c'est à la fois une force et une faiblesse du film, c'est que bon, on imagine bien que le manque de moyens et la Oui, précipitation dans laquelle il a été fait n'a forcément pas aidé. Tu y reviendras certainement sur ce sujet-là aussi, mais alors en fait il y a quelque chose d'un peu raide, c'est vrai dans oui, l'animation, et certaines personnes ne trouvent pas ça esthétiquement très joli, dans le sens où il y a des scènes vraiment magnifiques et des très belles choses qui sont suggérées, beaucoup de détails dans les décors, dans la végétation, la faune, la flore, les oui, gens, etc. oui. Mais par contre, il y a ce côté effectivement un peu raide. Même il y a des petites maladresses, comme quand les personnages sont supposés parler en même temps et se couper la parole. Il arrive qu'un personnage s'arrête de parler et que l'autre lui dise silence après, ce qui donne un petit côté un peu figé, un peu maladroit. Mais à côté de ça, ça contribue aussi à faire le charme C'est d'un ça. dessin animé qui se produit dans des décors vraiment extraordinaires et qui pour le coup est totalement unique. Donc le côté contemplatif, c'est quelque chose qui, je pense, à l'âge adulte peut davantage encore Oui. toucher que pour les enfants, quoi. Il y a quelque chose d'un peu hors du temps qui sort un petit peu de l'espace et de ce qu'on a l'habitude. Ça sort de certains codes, mais au-delà donc de l'animation qui est perfectible, on sent que voilà, ça a été fait avec pas les moyens du bord, mais ça a été très compliqué. Hein. Plus de 10 ans, c'est passé par une post-production nord-coréenne, c'est quand même incroyable. Ce film est original jusque-là, parce que ça a été finalisé dans un studio d'animation nord-coréen. Absolument, il y a Et, 200 dessinateurs nord-coréens qui sont intervenus sur le projet. Et quand on voit la thématique du film qui parle un petit peu d'un délire totalitaire, c'est très ironique, je trouve. Mais ça, on développera aussi en spoiler. Et puis, alors, il y a les doublages aussi qui peuvent paraître maladroits par moment parce que c'est pas facile avec les mouvements et tout. Mais pourtant, il y a quand même des acteurs très connus parmi les doubleurs, dont Annie Dupéret qui joue Ambisextra, c'est ça, j'ai bien dit son Oui, nom, la oui, reine oui. en gros, hein, la chef du conseil féminin. Voilà, vous avez même la voix française de Nicolas Cage qui fait une apparition. Donc voilà, il y a plein d'acteurs de théâtre et c'est très théâtral d'ailleurs, même dans le D'ailleurs, visuel. détail, j'ai appris récemment que dans la version américaine, c'était Glenn Close qui Oui, faisait la voix d'Ambis Extra. oui, alors c'est un film qui a eu une version américaine qui a même eu des recuts. Ils ont refait la musique. Quel dommage d'ailleurs, parce que la Ah oui, composition de Gabriel Yared, toi qui es musicien, bon, voilà. Et puis je te connais, voilà, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais monsieur ici donc a des groupes, tiens je vais les citer, hein, Abduction, Angel Lore, mais tu as eu aussi des projets personnels comme Betrayed, et cette musique-là a dû t'inspirer indirectement, je pense. ah bah, c'est vraiment possible parce que je trouve les thèmes musicaux absolument magnifiques. Il y a vraiment Oui, des thèmes extrêmement forts qui portent littéralement certaines scènes du film, et le thème principal est vraiment très beau, assez mélancolique. Et puis le thème qui accompagne l'arrivée des hommes machines, ah qui dans le oui, dessin animé sont appelés hommes métal, est oui. vraiment spectaculaire. La marche des hommes métal, Ah, c'est quelque chose, quoi. c'est un- Vraiment, il y a un côté impérial marche impériale dans Star Wars, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est ça, et puis c'est incroyable avec la respiration, le comme ça, Ah ouais, ça ça c'est t'enivre. Hein. prodigieux. Et en Ah plus, ouais. ça dure, et voilà, il y a quelque chose d'hypnotique là-dessus. Et alors, l'animation, tu parlais de la faune et la flore, on est pratiquement, je ne sais pas si ça a inspiré les fameux mondes d'Aldébaran, Bételgeuse et Antares aussi, de Léo, peut-être que vous connaissez en BD. On peut en parler ici parce qu'il y a ouais, il y a quand même des petites bestioles sympathiques. Hein. C'est ça, c'est vrai que Léo, donc en bande dessinée, s'est fait connaître aussi par son bestiaire qui est assez C'est ça. spectaculaire et très imaginatif. À chaque nouvelle planète que les personnages explorent donne lieu à la découverte de créatures plus fantastiques et fantasmagoriques les unes que les autres. C'est génial, c'est assez fascinant pour petits et grands, même si la BD s'adresse plutôt aux adolescents et aux adultes. Et dans Gandhar, c'est pareil, il y a de vraies trouvailles, quoi. Ces espèces de bestioles qui jettent des graines derrière elles, qui font pousser une forêt entière, Ouais. ces espèces de crabes gigantesques qui arrivent à soulever des pierres colossales et à les jeter sur les ennemis, cette espèce de ptérodactyle ou de ptéranodon Ah que oui. Sylvain chevauche à un moment donné, c'est extraordinaire. Il y a le Sorn, le grand reptile, Ah le oui, Godzilla aussi. Ah là là, c'est une magnifique scène d'ailleurs de maternité à un moment. Voilà, il y a cette poésie là constante. Il y a même des citations terriennes, hein, parce que voilà, il y a une mythologie terrienne qui est présente sur cette planète. C'est d'une richesse absolue. La philosophie est derrière, beaucoup de réflexions. Et alors, il y avait un. Ouais, bon, on va peut-être être obligé de rentrer dans la zone spoiler, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter sur ce point-là, hors intrigue pure. Hors intrigue pure, c'est vrai que c'est difficile, j'aurais peur que quelque chose ne m'échappe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur le côté avant-gardiste du film. Hein. Tu parlais du conseil féminin, mais l'une des principales différences entre le roman de Jean-Pierre Andrevon et l'adaptation qu'en a fait René Laloux, c'est la place accordée au personnage d'Erel, qui dans le roman est très passive en fait, qui attend Sylvain, Oui, qui reste assez
qui reste très soumise en quelque sorte, qui ne s'exprime pas beaucoup, alors que à plusieurs reprises dans le long métrage, c'est elle qui initie les choses, Oui. qui est taquine avec Sylvain, qui manifeste sa volonté, qui choisit de l'accompagner au mépris du danger. Enfin, c'est un personnage vraiment de chair et de sang et qui correspond beaucoup mieux à certaines normes qu'on verrait dans le cinéma d'aujourd'hui, qui veille à ce que les femmes aient une place d'importance. Là-dessus, il y a aussi un côté très avant-gardiste, mais qui sonne très juste en fait. Oui. En voyant le dessin animé, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une revendication, on se dit simplement que non, on a affaire à des personnages féminins très forts. Et ça, c'est vraiment chouette aussi, il y a une belle parité de ce côté-là. Et puis il y a d'autres personnages qui sont mis en avant par rapport au roman, mais ça on développera dans la zone spoiler. Ah oui, c'est ça, j'avais quelque chose en tête. Tu te rappelles du chaos volant de Léo dans une des BD? Oui, tout à fait. Et bah là, il y a une extension volante à un moment. Bah, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Les connaisseurs peut-être voient de quoi on parle, mais bon, sinon, voilà. Mais attention, on va rentrer dans la zone spoiler pour l'intrigue. Une intrigue qui est très étonnante, parce que quand moi j'ai découvert ça, waouh! Le voyage dans le temps. Parce que les hommes métal qui arrivent de nulle part, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de Gandhar, du futur. Parce qu'il y a une porte temporelle, et il y a cette histoire du métamorphe, qui est une sorte de cerveau géant qui grossit comme une tumeur cancérigène en plus, hein, qui, avec le temps et l'abus de son immortalité, va créer plus tard, avec ses cellules mortes, des hommes métal, et pour rester en vie, va envoyer ces hommes métal dans le passé pour récupérer des Gandhariens, pour se nourrir d'eux. C'est terrible quand même. C'est ça, en fait, ça a un côté assez terrifiant, assez totalitaire. Je pense que l'adjectif que tu employais tout à l'heure est super bien choisi. Et en fait, Ambis Extra, donc la chef de Jasper, qui est la capitale de Gandhar, résume très bien les choses lorsqu'elle dit « Ainsi, les Gandhariens auraient généré leurs propres agresseurs en toute inconscience, puisqu'en fait, le métamorphe lui-même, donc qui est le grand ennemi, le grand méchant en quelque sorte du dessin animé, est le résultat d'une expérience que les Gandhariens ont menée puis abandonnée, en fait. Et le monstre, donc le métamorphe en question, a supprimé ses créateurs et a ensuite été oublié dans un espèce d'océan où il a continué à se développer, à grandir et avec le temps est devenu un tueur fou donc qui utilise les cellules des Gandhariens pour en faire des hommes métal et ensuite les renvoyer vers le passé pour aller chercher de nouvelles cellules. Ce qui, bon, c'est les thématiques des voyages dans le temps avec tous les paradoxes que ça oui. comporte, hein, mais c'est vraiment brillant. Puis la soif de progrès, voilà la critique là, parce que on voit bien que les Gandhariens, bah oui, c'est des descendants des êtres humains, peut-être d'une certaine manière, et ils reproduisent les erreurs que les humains ont fait peut-être sur leur planète dans le passé, qui est notre futur. Là aussi, d'ailleurs, il y a presque une mise en abîme. Et il y a des savants qui ont créé donc ce métamorphe, leur propre perte de leur population, mais aussi des expériences sur d'autres Gandhariens qui ont été rejetés, les transformés, les monstres dont on ne veut plus. Et ça, le design de ces monstres est terrifiant et passionnant à la fois. C'est ça, les premières scènes en fait qu'on voit dans le dessin animé sont extrêmement paisibles et du coup l'arrivée des hommes métal tout de suite jette un froid et une angoisse dans un décor qui est extrêmement doux, extrêmement confortable, où on sent une véritable symbiose entre les hommes et la nature. Mais en fait derrière ça, il y a pour avoir gagné cette paix, les Gandhariens en fait pendant des années autrefois, en tout cas on nous dit que c'est dans le passé même si on voit pas exactement quand, ont mené de nombreuses expériences génétiques, y compris sur les propres membres de leur peuple, et les transformer. Les résultats de ces expériences ont été donc qui ont fait l'objet de mutations, ont été abandonnés et vivent relégués sous terre. Et dans le roman, ils sont à peine évoqués, alors que dans le dessin animé, ils sont vraiment beaucoup montrés. Et anecdote intéressante, René Laloux estimait même que l'une des raisons pour lesquelles le film Gandhar n'a pas si bien marché que ça en France, est que dans le monde du dessin animé, et notamment dans les archétypes que Disney proposait, les êtres déformés étaient plutôt montrés comme des êtres comiques ou comme quelque chose d'assez rigolo, enfin, pour montrer aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur des gens différents. Alors que là, lorsque Sylvain, le héros de notre histoire, rencontre les transformés pour la première fois, il en a peur, et les transformés en fait ont un destin tragique puisqu'ils ont ces espèces de malformations, par atavisme leurs conditions contribuent à se détériorer sans cesse, et ils sont complètement isolés, mis au banc de la société, à tel point que même le métamorphe ne veut pas utiliser leurs cellules. Oui, voilà, et puis alors, il y a cette référence au Time Machine de H.G. Wells, hein, je ne sais pas si tu as lu ce roman, tu dois connaître. Non, je connais un petit peu, oui, mais avec j'ai pas lu. Les Morlocks sous la terre, les Élois, oui. ce
voilà, il y a ça. Puis c'est rejeté, tu l'as dit, ça c'est l'ironie du destin, c'est qu'une fois qu'ils passent le portail pour être utilisés, ben non, ils ont été rejetés. Donc c'est les seuls qui survivent. Et ils ont enfin la chance d'être des monstres. Des monstres qui ont des capacités psychiques qu'ils ont plus ou moins perdues, si ce n'est leur chef, et à un moment ils vont les retrouver. Et j'adore leur façon de parler, puisqu'ils parlent dans le passé du futur, qui étaient et seront, parce qu'ils ne peuvent pas accepter leurs conditions du présent. Ça aussi, c'est une idée brillante, en fait. Ah oui, ça contribue à ancrer dans le domaine de la science-fiction et de l'imaginaire. On est dans un autre monde où les gens parlent autrement. Ouais. Et effectivement, tout le peuple des transformés disent j'étais serré, par exemple, quand ils accompagnent Sylvain, ils disent j'étais serré à tes ordres, etc. Ils ne disent jamais je suis parce qu'ils ont horreur du présent. Ouais. Et ça, effectivement, c'est une vraie bonne trouvaille. Et il y a cette espèce de prophétie dont tu te souviens sans doute. Et oui, les 1000 ans, alors, oui, c'est compliqué. C'est un petit peu comme la Cité de la Peur. Là. On peut tromper une fois 1000 personnes. Dans 1000 ans, Gandhar a été détruite et ses habitants massacrés. Il y a 1000 ans, Gandhar sera sauvé et l'inévitable évité. Et ce sera la fin du film d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas vivre dans le présent, parce que le présent en soi n'a aucun sens, puisque le futur est non, le passé est une conséquence du futur, ou l'inverse, ou les deux. Effectivement, oui. Ils sont les gardiens de la prophétie, grosso modo, les transformés. Et c'est eux qui, ironie du sort, encore plus, vont sauver Gandhar, quoi. Oui, c'est vrai. Eux qui ont été mis au banc de la société seront effectivement ceux qui accompagneront Sylvain dans l'ultime étape du voyage et le dernier combat contre le métamorphe et lui permettront de le vaincre. Et puis ce métamorphe aussi, qui quand il est lucide, 1000 ans avant, va proposer à Sylvain, va dire à Sylvain, là tu peux rien contre moi, je suis invincible, mais dans 1000 ans tu vas me tuer. Parce qu'il sait que son futur va péter un plomb, hein, grosso modo, et créer une tyrannie. C'est beau parce que tu as quand même ici un personnage, il faut le dire, ce métamorphe, qui est conscient de l'envie d'être immortel, mais qui sait que cette quête à l'immortalité va le rendre tel qu'il est, qu'il ne veut pas finir comme ça. Et quand il meurt, le métamorphe, mais c'est presque déchirant. Ah oui, moi cette scène me file toujours des frissons en fait. Quand Sylvain se réveille de ses 1000 ans d'hibernation, il arrive dans ce décor et il n'y a plus la nature merveilleuse de Gandhar et paisible, tout ressemble à des égouts, il découvre un charnier, il découvre un monde où le métal a tout recouvert avec des espèces de pierres qui flottent dans les airs. Moi je sais qu'avec un de mes projets personnels musicaux, Betrayed, j'avais écrit un morceau qui s'appelait Dreaming Machine, qui était littéralement inspiré par cette scène-là, où l'on voyait ces pierres qui tourbillonnaient, tournoyaient dans ce ciel perpétuellement noir. C'est extraordinairement beau et c'est d'une tristesse absolue en même temps. Puis la façon, ce qu'il déclame quand il meurt, c'est... Ah là là, moi ça me bouleverse à chaque fois, hein. Je veux dire, là-dessus je retrouve mon âme d'enfant. Je trouve que Gandhar déjà est très bien écrit, il y a un vocabulaire assez riche, hein. C'est pas forcément facile à comprendre pour des petits, mais par contre la force visuelle est extraordinaire. Il y a une scène où on voit un homme métal, donc cette espèce de robot très droit avec leur respiration sifflante qu'on nous montre et leur démarche toujours pareille qui évoque effectivement un régime totalitaire, qui transporte une statue de Gandharienne, donc une femme qu'il a pétrifiée, et il la transporte dans ses bras. C'est d'ailleurs l'image qui a été reprise sur la couverture de la réédition DVD où on voit ces hommes métal qui transportent cette immense statue. C'est extraordinaire, vraiment visuellement c'est hyper fort. Il y a des artistes d'art contemporain qui auraient adoré trouver cette idée-là, quoi. C'est génial. Oui, puis le discours du chef des hommes métal à un moment aussi. Ah oui, bien sûr. Et c'est voilà l'ironie du fait que ça a été finalisé en Corée du Nord quand même. Ça paraît fou. Mais bon, du coup, je pense que niveau spoiler, tu as à peu près tout dit, ou on a à peu près tout dit, je pense. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein, mais en gros, oui, on suit Sylvain, donc comme on le disait, un servant d'Ambis Extra, dans cette quête de qui est cet ennemi, qu'est-ce qu'il est, d'où vient-il, est-ce qu'il est possible de le vaincre. Et en fait, pendant que Sylvain mène sa quête, les Gandhariens luttent tant bien que mal contre les hommes métal, et leurs forces paraissent absolument dérisoires. On voit qu'ils ont perdu tout contact avec la guerre, avec la violence. Ils sont dans un monde très beau, très calme, mais en même temps très déconnecté en quelque sorte du reste du monde extérieur, et ils se trouvent très démunis face à cette menace. Et pendant que Sylvain est mis en hibernation par le métamorphe qui lui demande de le tuer dans 1000 ans, les Gandhariens, eux, sont sur le point de périr, quoi. Mais Sylvain, effectivement, finit par triompher du métamorphe, et on l'espère, parce que le film laisse quand même une petite ambiguïté, réintégrer un présent dénué de toute menace, quoi. Oui, le héros est un c'est pas un anti-héros, c'est un héros lambda, et ça aussi c'est la force du film, quoi. Et puis, oui, c'est vrai. Et puis on va refermer la zone spoiler pour donner notre avis final, notre conclusion. Alors, à qui conseiller ce long métrage d'animation? Pas pour enfants spécialement, mais toi, l'ayant découvert enfant, tu peux le conseiller aux plus jeunes. Pour un enfant, il y a
pas de problème à partir de 9-10 ans. Il y a quelques images qui peuvent être effrayantes, il y a la certitude de ne pas tout comprendre la première fois, mais les enfants ont une capacité d'acceptation plus grande, ils se laissent plus facilement emporter dans des mondes imaginaires que les adultes, donc franchement, à moins que le rythme lent soit trop un problème, pourquoi pas? Les couleurs, l'imaginaire, les personnages, moi ça a suffi à me conquérir étant enfant, sans même parler de cette étrange beauté qui émane du film et qui en fait selon moi un chef-d'œuvre. Donc pour moi ça va de 8 ans à 98 ans, enfin je veux dire, il y a pas de... Je ne le conseillerais pas aux tout petits parce qu'il y a des images effrayantes, mais en dehors de ça, pour moi c'est allez-y quoi, c'est un film qui mérite d'être redécouvert toujours. Oui, il y a quelques corps dénudés à un moment, mais bon, ça reste assez soft. C'est vrai, il y a des scènes de nudité absolument. Oui, à un moment. Oui, dans ce nid où il consomme, à un moment, voilà, bon, ouais, ça reste soft quand même. Mais oui, en fait, c'est un film qui peut être extraordinaire dans un autre sens. C'est, tu découvres ça jeune, tu vas y revenir ado, puis adulte, tu vas avoir des degrés de lecture différents. Tout à fait, tout à fait. Si vous avez, peut-être, vous qui écoutez cette vidéo, qui regardez cette vidéo, avez-vous vu ce film trop jeune et vous dites, bon, réessayez-le, parce qu'il y a un discours philosophique enrobé d'une certaine poésie qui peut paraître pompeuse parfois, mais ça colle tellement avec l'atmosphère, et puis des réflexions sur l'humanité à travers ce peuple-là, qui est lié à la Terre d'une manière ou d'une autre, vous allez ressortir de là très enrichi, je pense, sur pas mal de questionnements. Et c'est la force de ce film, qui peut paraître kitsch un petit peu par moment, et encore, je ne pense pas que ce soit le mot que j'utiliserais. C'est vraiment l'univers post-68 qui aspire à une certaine liberté, à une certaine poésie surréaliste aussi. Et il y a tout un propos, on va dire, politique, entre guillemets, enfin, c'est plutôt philosophique, qui est encore très en résonance avec aujourd'hui, parce que c'est un film avant-gardiste. Il a été fait il est sorti en 1987, mais il a été créé avec le roman fin 60, et le projet a démarré dans les années 70, et quand même, quand on voit ça en dehors de l'animation et tout, mais la complexité du scénario et l'histoire racontée, c'est très moderne, je trouve. Donc franchement, oui, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est... Bon, je sais pas si tu notes les films, tu notes souvent les albums dans ton magazine Rockard, oui, parce que tu travailles dans Rockard France. Ah, Rockard France aussi, on peut le dire, voilà, on fait de la pub, achetez et soutenez le magazine, parce qu'on en a besoin en ce moment, du soutien de nos divers libraires, enfin, oui, voilà, la presse, et aussi disquaires et autres. Eh bien, oui, est-ce que tu noterais ce film, toi? Je me perds. Pour moi, non mais tu t'en sens bien, tu retombes toujours sur tes pattes, hein, on voit l'homme de terrain, l'homme habitué à ça. Non, pour moi ce serait un 10 sur 10, parce que pour moi je l'aime tellement et de façon totalement subjective que même ses faiblesses deviennent des qualités, et pour moi c'est, même si j'adore, je trouve beaucoup de poésie et de beauté dans Miyazaki, mais l'œuvre de Lalou, j'ai eu la chance de la découvrir très jeune, et Lalou qui partagerait certainement beaucoup de préoccupations avec Miyazaki, notamment dans l'écologie, dans ce côté un peu mystérieux, ce rapport au folklore également, mais c'est encore un tout autre sujet. Mais bon, pour moi, Gandhar, c'est mon dessin animé préféré. Donc, en tout cas, mon film d'animation, même au sens large, préféré. Donc, je n'hésiterai pas à mettre un 10 sur 10 parce que, encore une fois, il a quelques faiblesses, mais qui ne sont rien par rapport à l'émerveillement qu'il me procure à chaque visionnage. Ouais, pour moi, c'est un très gros 9 sur 10. C'est moi, je suis stressé, j'arrive pas à mettre des 10 sur 10 comme ça, mais à terme, peut-être, j'y arriverai, parce que... Non, mais je comprends, honnêtement, les 10 sur 10, je les garderai pour mes 5 films préférés, toutes catégories confondues, et si Gandhar n'est pas dans les 5, il n'en est pas loin, il est peut-être même dans les 5, qui sait, donc là, pour le coup, je m'autorise à lâcher le 10. Je pense que c'est probablement mon film d'animation français préféré, parce que là, c'est cool, voilà. Ça en dit long, déjà. Mais ce qu'il a fait aussi, La Planète Sauvage, avant, que tu connais un peu moins, mais que tu aimes bien aussi, je sais. Ah non, je l'ai beaucoup revu ces dernières années, parce que je l'ai montré à mes neveux et nièces. Voilà, c'est toujours intéressant de le montrer à des jeunes enfants ou adolescents. J'ai une nièce d'ailleurs de 14 ans qui le considère comme son dessin animé préféré, alors que pour le coup il est loin d'être facile, je dirais, La Planète Sauvage. Tu t'employais le mot kitsch, je pense qu'on peut plus dire ça des Maîtres du Temps, son deuxième long métrage qui est le plus imparfait des trois, je pense, à mon sens, même si je l'aime beaucoup aussi. Mais par contre, La Planète Sauvage, c'est celui qui est le plus unanimement considéré comme son chef-d'œuvre. Même si moi, ma préférence va à Gandhar, je comprends qu'il soit encore plus avant-gardiste, et pour le coup, contrairement à Gandhar qui a pas trop trouvé grâce aux yeux du public français quand il est sorti, La Planète Sauvage avait fait l'objet d'un énorme accueil au Festival de Cannes en 73 quand il avait été présenté. Pour le coup, on avait loué ce caractère complètement fou, psychédélique, avant-gardiste, et une science-fiction qui s'adressait aux adultes plutôt qu'aux enfants, quoi. Ah, c'est vrai. Je crois que je le revois parce que figure-toi, je l'ai vu qu'une fois, mais ça a été un choc. Donc j'imagine ce que ça fera au revisionnage. En tout cas,
Ah oui, il faudra que je le revoie, ça c'est clair. Et peut-être bientôt, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci beaucoup François. Voilà, ce que je voulais aussi offrir sur la chaîne, c'est des discussions avec des gens qui ne sont pas forcément ultra cinéphiles, quoique si, à ta façon tu l'es, hein, mais fan de cinéma, mais fan d'art en général, voilà. Parce que tous les arts se croisent, la musique, le cinéma, la BD, voilà. Et ce film-là, finalement, mélange plusieurs arts, et même la philosophie. Donc c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher ami. Ah, bah, plaisir partagé, plaisir partagé. Je sais pas si je me qualifierais de cinéphile, mais en tout cas, j'aime les films que j'aime, je les aime très profondément, ça c'est certain. Passionné d'art en général. J'en parlerai toujours avec plaisir, oui, passionné, ça c'est aucun doute là-dessus. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, il ne reste plus qu'à faire le mot. Merci à toi. Et puis à très bientôt certainement pour d'autres aventures. Et le mot final, c'est ça, à la prochaine. Ciao.